Loïc, je te remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. On t'a connu il y a quelque temps, ton cœur battait encore au pied des Alpes. Là-bas, tu y as subi les affres du Daniel Ray, du Benoît Méronin. Donc rien que pour ça, on sait que tu es un homme d'endurance. Tu es arrivé sur Paris il y a maintenant 2 ans pour une autre aventure où maintenant tu diriges un autre groupe d'enseignement IGS. Tu as par le passé notamment présidé la chambre, non pas la chambre, la présidence la conférence vice-président de la conférence des grandes écoles et la présidence des écoles de management. Donc voilà, la notion de la transmission, si j'ose dire, c'est un de tes sujets, c'est quelque chose qui t'anime, notamment des ouvrages. Alors j'ai pu voir et me rappeler, notamment il y avait un ouvrage sur Cupidon au bureau, donc la notion de la relation. Étienne, tu as également sévi sur l'approche du management. Vu qu'on est en France, je vais également au passage rappeler ou dire que tu as effectivement 2 doctorats en psychologie et en philo, c'est bien ça, et c'est notamment peut-être avec ce double éclairage que nous pourrons peut-être revisiter cette notion de la responsabilité sociale en entreprise. Merci. Merci beaucoup à toi pour ta confiance a priori. On verra après. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous d'être encore présents après cette journée extrêmement riche et puis effectivement extrêmement concrète. Là, ce que je vais essayer de partager avec vous, il y aura peut-être 2-3 petites choses qui vous déplairont pas trop. Juste quand on présente philosophe, c'est vrai qu'il y a un doctorat, mais le titre ne fait pas le philosophe, c'est-à-dire qu'effectivement, j'en connais un petit peu, mais un titre ou un diplôme, et ça c'est assez important à dire, c'est pas un énoncé performatif, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on vous remet un diplôme, en l'occurrence ici philosophique, que vous êtes philosophe. Non, pas du tout. Et au contraire, ce serait même aller contre-productif par rapport à la philosophie, dont on sait qu'à un moment donné, c'est plutôt de devenir ami de la sagesse, et je ne serais pas sage si je disais que j'étais philosophe. Juste par rapport au parcours. Et puis après, bien évidemment, on va arriver à cette notion de responsabilité, mais ce que j'ai dit déjà à voir, parce que très certainement que un des points premiers de la responsabilité, c'est déjà de se connaître et déjà de connaître ses propres limites pour soi, et puis demain par rapport effectivement à l'organisation, par rapport à l'entreprise, là où effectivement je vais être en position de travailler avec d'autres personnes. Et que si je me connais moi, alors peut-être effectivement que vis-à-vis des autres, je pourrais protéger les autres de ce qui chez moi n'est pas forcément extraordinaire. Et au-delà, à un moment donné, effectivement, avoir une attention pour la planète et le vivant de façon un peu plus générale, mais c'est bien dans ce cheminement-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous présenter très rapidement où est-ce que je travaille aujourd'hui. Donc, c'est le groupe IGS. Et lorsque je présente le groupe IGS, c'est extrêmement facile. Bon, naturellement, il y a des chiffres, ce sont 10 écoles, ce sont 5 CFA, c'est 15 000 apprenants, 9 300 apprentis, etc. Plus important, c'est le groupe, je dis pas le seul, mais je pense que c'est le seul groupe en France, où au sens littéral du terme, nous partons du pied des tours dans les cités, où nous avons des équipes qui rencontrent des jeunes. Ces équipes-là même vivent dans les cités, ce qui fait qu'effectivement, il y a une acceptation qui est naturellement plus facile. Et l'idée, elle est très simple, c'est d'essayer de les convaincre. Et si possible, qu'il y ait l'expression d'un désir, d'une envie, pour une formation, pour un emploi, pour un apprentissage. Et puis, ça va jusqu'au Bac+5, et puis éventuellement un petit peu plus loin, si les étudiantes ou les apprenants et les apprenantes le souhaitent, naturellement vers des choses de doctorat, et dans ce cas-là, ça se fait en partenariat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière ce qui se joue, c'est quelque chose qui pour moi est premier, et je conclurai très certainement là-dessus, qui est l'inclusion. Et lorsqu'on parle de RSE, effectivement, il y a des choses qui se jouent par rapport à l'inclusion. Et on a parlé tout à l'heure, naturellement, pour la Massif, et merci encore pour leur accueil, de cette raison d'être. Et ça a été très dit justement, on peut appeler ça vocation, on peut appeler ça raison d'agir, peu importe. Et la vocation du groupe IGS, c'est de conjuguer les singularités pour contribuer à l'harmonie. Alors, dans singularité, on voit bien qu'effectivement, ce sont des profils extrêmement différents, je vous l'ai dit. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est que ces singularités, il y a quand même un objectif qui est de faire pluriel. Et c'est un petit peu comme les couleurs. Toutes les couleurs une à une, on les distingue bien. Et si on peut les mettre toutes ensemble, ça ne fait plus qu'un, et en général, c'est de l'ordre de la lumière. C'est-à-dire qu'on touche à ce moment-là au possible, à l'universel, et l'universel se niche justement dans les singularités.
Mais les singularités, c'est aussi, puisqu'on parlait de la philosophie ou des réflexions qu'on a pu avoir ce matin par les différents apports, c'est la capacité aussi, dans ma propre singularité de ce que je suis, d'être quelque part augmenté par ma capacité à prendre, à me nourrir de ce que l'autre va pouvoir m'apporter. C'est ce que Michel Serres avait appelé finalement le tiers instruit. J'ai besoin d'un tiers pour sortir un peu plus fort, un peu plus augmenté par rapport à ça. Je vais partir sur quelque chose qui ferait peut-être un petit peu désordre, mais lorsqu'on parle de responsabilité dans l'entreprise, je ne parle pas de responsabilité sociale. Je reste vraiment au niveau est-ce que tu es responsable? Parfois, on la cherche. Pour reprendre un mot célèbre et évidemment le détourner un petit peu, des responsables, lorsque tout va bien, on en trouve. Et on sait bien que lorsque les choses vont un petit peu moins bien, on en cherche. C'est Cocteau qui avait dit très justement, alors là, on est dans un temps qui, non seulement que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais ça va bientôt faire 100 ans, pas tout à fait, puisque c'était en 1938, c'était peut-être un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans Les Parents terribles. Sait-on de quel geste on est capable lorsque le bateau coule? À quel moment commence-t-on véritablement plutôt à se servir soi que servir les autres? Et il ajoutait, mais aujourd'hui ce serait plus correct, même s'il y a de très belles choses qui se passent au Proche-Orient aujourd'hui, et il ajoutait c'est de l'hébreu. C'est-à-dire qu'effectivement, la zone en tout cas, elle n'est pas forcément aussi claire que ça. Alors puisqu'on parlait un petit peu de philosophie, et Pierre l'a dit très justement, la responsabilité, il y a un cadre. Ça peut être la déontologie, je sais pas, peut-être c'est l'éthique, c'est le réglementaire. On a un auteur là qui est encore avant Cocteau, c'est Max Weber, dans Le savant et le politique, et comment est-ce qu'il définit la responsabilité? Il dit il y a deux types de responsabilité. Alors, juste pour faire un petit peu l'éclairage philosophique, si je puis dire, il y a la philosophie plutôt classique, Descartes, Kant, et puis Max Weber, ces trois-là, je les cite parce qu'ils ont à voir avec la responsabilité puisqu'ils ont travaillé dessus. Et il dit il y a d'abord, puisqu'il parle de l'éthique au départ, l'éthique de conviction, évidemment, je vais arriver à l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, dit-il, et c'est tout à fait respectable, c'est je fais tout ce qu'il faut pour atteindre un objectif, mais si je ne l'atteins pas, ce n'est pas nécessairement de ma faute. Pourquoi je dis que c'est respectable? Parce qu'on a des fausses excuses parfois dans l'entreprise qui sont « oui, mais je n'avais pas les ressources humaines, je n'avais pas les moyens financiers ». Mais il y a aussi de vraies causes, des causes géopolitiques, on en a parlé tout récemment. Il y a la cause sanitaire, on a parlé plusieurs fois du Covid ce matin. Et puis, il y a ce qu'il appelle l'éthique de responsabilité. L'éthique de responsabilité, ce doit être celle, là je parle dans l'entreprise pour l'instant, des hommes et des femmes qui, par exemple, sont en charge d'un projet, qui managent, comme on pourrait dire. L'éthique de responsabilité, c'est je me suis engagé à atteindre un objectif. Et si je ne l'ai pas atteint, quand bien même ce ne serait pas dû directement à moi, mais peut-être à quelqu'un dans l'équipe qui n'a pas fait son travail ou autre, j'endosse cette responsabilité. L'étymologie de responsabilité, c'est répondre de. Je réponds de quelque chose. Là où très souvent, ça devient répondre à une objection. Plus intéressant, on chemine. Philosophie classique, la responsabilité, c'est lorsque je suis le propre agent finalement d'une action qui elle-même va avoir des conséquences. Je suis sur ce qui s'est passé et puis sur ce qui est présent. Et puis il y a cette conjugaison avec un autre terme que les philosophes aiment bien manier lorsqu'ils veulent effectivement éprouver un concept, c'est la liberté. Et responsabilité, dans la philosophie classique, ça va nécessairement avec la liberté, puisque si je ne suis pas libre au sens que je suis prédéterminé, il n'y a plus de responsabilité quelque part. Donc, c'est parce que je suis libre que je peux effectivement endosser, prendre des responsabilités, me réclamer d'eux, répondre d'eux. Et puis, il y a Hans Jonas, qui est un philosophe qui écrit un bouquin qui est assez connu, qui est Principe de responsabilité, et qui, lui, va un petit peu détourner les choses. Ce qu'il va nous raconter, c'est que, finalement, la responsabilité du présent, c'est pas forcément très, très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'être capable de m'engager sur un avenir.
être responsable en quelque sorte des conditions qui vont pouvoir faire en sorte qu'il y ait des actions. Et donc, je deviens responsable de quelque chose que je ne maîtrise pas encore, mais vers quoi effectivement je m'engage. Et il croise ceci à quelque chose de très intéressant, c'est qu'il dit que finalement la responsabilité, puisque c'est par rapport à quelque chose qui est en devenir, et de quoi peut-on être responsable de choses qui sont en devenir? Eh bien, on s'attache aux plus fragiles, on s'attache aux plus faibles. C'est vrai pour les personnes, c'est vrai pour le vivant, c'est vrai pour la planète. Et donc, il va décliner effectivement tout un mouvement qui fait que je suis responsable si je suis capable effectivement de m'engager par rapport à quelque chose de l'ordre de l'avenir, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, mais qui est de l'ordre effectivement de la fragilité. Et là, effectivement, on commence à toucher et à faire le lien, finalement, avec ce qu'on appelle, et ce que vous avez appelé magnifiquement ce matin, tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité sociale des entreprises. Je reviens à ma responsabilité parce que ça a été balayé plusieurs fois ce matin. De quoi peut être responsable l'entreprise? Alors, bien sûr, on a vu, et ça a été très, très bien dit par rapport à tout un tas de choses, notamment au niveau des impacts. Mais ce matin, et Pierre avait donné un petit coup de coude dans ce qu'il appelle les modèles régénératifs. Alors, on s'est réconcilié avec Laurent, qui en a parlé. Nouveau business model. C'est-à-dire que j'avais laissé Hans Jonas, qui s'occupait effectivement des fragilités, mais disait-il, pour que les personnes acceptent finalement peut-être de répondre positivement aux enjeux notamment du climat, il faudrait une nouvelle éthique. Et c'est là où il y a un petit point de divergence, si tant est que je puisse me permettre d'être divergent avec une personne quand même qui me dépasse largement dans tous les points de vue, c'est qu'il disait la seule façon de faire, c'est la peur. Il faut créer la peur, sinon il n'y aura pas ce mouvement, il n'y aura pas cette bascule. Vraisemblablement, et je pense que vous portez ça, on peut faire différemment, et c'est exactement comme par rapport au climat. Aujourd'hui, on dit souvent, bon, il faut résoudre le problème, effectivement, du réchauffement climatique. C'est vrai, bien évidemment, bien évidemment. Mais il y a une autre façon de le résoudre qui serait presque de surcroît. Et là aussi, ça a été dit, et plus qu'en filigrane, c'est accepter peut-être de se dire, mais si on vit différemment, est-ce que finalement, on ne vivrait pas peut-être de façon plus heureuse? Ce qui ne veut pas dire nécessairement dans la décroissance, etc. Non, 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 on ne va pas utiliser de grands mots. Et exactement qu'à un moment donné, la psychanalyse, on disait souvent, il ne faut pas s'attaquer à la guérison. Il faut d'abord s'attaquer aux symptômes et ayant travaillé le symptôme, de surcroît, je vais avoir la guérison. Et il se pourrait que par rapport à la lutte contre le changement climatique, par rapport à la RSE, peut-être que c'est aussi ce mouvement, en même temps qu'un certain nombre d'actions, il ne faut surtout rien abandonner, il y a peut-être une autre façon de faire, une autre façon de vivre, une autre façon d'être heureux. Et ça a été dit un petit peu dans toutes les entreprises, et notamment à la Poste, où effectivement, si on chemine différemment, on crée quelque chose. De quoi est responsable l'entreprise? Elle est responsable de donner du métasens, c'est-à-dire le sens du sens, en quelque sorte. Et dans tous les exemples qui ont été vus, on est tout à fait là. Et je l'oppose à ce qu'on croit trop souvent. L'entreprise n'est pas responsable de tout et elle n'est pas responsable de donner du sens au travail des personnes. Ce sont aux personnes de trouver du sens à leur travail. Mais la condition, justement, c'est que l'entreprise mette en place les conditions de possibilité pour chacune et chacun de trouver du sens. Et notamment déjà en décrivant effectivement ce futur souhaitable, cette vision, on l'appellera comme on veut dans les différentes entreprises. Et après, c'est quelque chose d'extrêmement intime. C'est aux personnes de trouver du sens. De quoi est responsable l'entreprise encore par rapport aux personnes? Alors, ça pourrait être aussi de l'ordre de l'éducation, ça peut être de l'ordre de l'IGS ou de toutes les écoles et de toutes les universités, bref, de tout l'enseignement dit supérieur. Je suis responsable de mettre en place les conditions pour que chacune et chacun puisse advenir à ce qu'il est. Ce qui manque profondément aujourd'hui dans notre société, où on ne parle plus, j'entends dans l'enseignement, et un peu dans le monde professionnel, que de compétences. Il ne faut pas les abandonner, hein. Mais il y a un truc dont on ne parle plus, c'est le désir. Le désir, c'est assez simple. Le désir, c'est qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu as envie de dire au monde?
Et si la personne est capable de devenir ce qu'elle est, c'était déjà le vœu des Grecs, hein, sur le temple de Delphes, on s'en souvient, par la connaissance qu'on peut avoir de soi-même. Si la personne est capable d'identifier ce qu'elle porte, alors elle peut sans doute en faire quelque chose de tout à fait intéressant dans le travail, puisqu'en même temps qu'elle va réaliser le travail, elle va se réaliser elle-même. Je reviens à l'entreprise, à la RSE, et puis à l'inclusion. L'inclusion, pour moi, c'est la grande affaire de notre siècle, indiscutablement. Et c'est d'autant plus l'affaire du siècle que, encore une fois, l'inclusion, c'est l'attention à l'autre. C'est l'histoire du prochain qui passe. Et le prochain qui passe, contrairement à ce qu'on a longtemps pu penser, c'est pas le prochain au sens de plus proche. La belle affaire que de s'occuper du plus proche, qui plus est, en plus, alors on va dire, c'est pas toujours évident, parce qu'on va pas. Mais non, le prochain qui passe, aujourd'hui, dans notre société, il a les stigmates du migrant. Ce sont encore les personnes handicapées. Ce sont encore certaines minorités. Ce sont mes jeunes issus des QVT. Ce sont les seniors dans l'entreprise. Et on voit déjà le lien. On a beaucoup parlé du climat, mais il y a d'autres types, naturellement, de responsabilités sociales et sociétales dans les entreprises, que ça commence par là. Résumé, si je suis capable de prendre soin de moi, de me connaître moi, de me protéger de quelques, on va dire, noirceurs, de choses pas forcément très belles, je prends davantage soin de l'autre. Si je suis capable d'inclure l'autre, alors je suis capable de faire attention au premier vivant lorsqu'on parle du vivant et de la planète, qui encore une fois est l'autre. Et ce faisant, très certainement, je suis capable de faire un pas plus loin. Juste pour pas vous prendre trop de temps. Dans tous les mouvements que peut faire l'entreprise, et vous en êtes d'excellents et formidables modèles, et alors surtout, comme dirait l'autre, ne pas venez comme vous êtes, mais surtout ne changez rien en sortant de ce que vous êtes, continuez. Là où il faut veiller, là où l'entreprise a une responsabilité par rapport aux hommes et aux femmes, qu'elle emmène sur ces chemins-là, c'est d'être dans la capacité quand même si j'ai parlé de la conjugaison de singularité, de respecter ce qu'on appellerait l'individuation. Et là, j'appelle un autre philosophe, mais pour montrer que la philosophie peut être extrêmement simple, c'est Barthes. Barthes, il est à sa fenêtre et il observe ce qu'il voit dans la rue. Et dans la rue, il voit une maman qui pousse un landau. Le landau est vide parce qu'elle tient son enfant par la main. Et la maman marche et d'un pas plus qu'assuré, rapide. Parce qu'elle a aussi d'autres rythmes, elle. Il faut qu'elle arrive à temps, notamment, pourquoi pas, à l'école. Et le petit derrière, Barthes l'appelle le gosse, mais peu importe, l'enfant, il est un peu brinque-ballé parce qu'il a du mal à suivre. Et Barthes nous dit, finalement, dans l'entreprise, le rythme, c'est le pouvoir. Et sans non plus ouvrir la porte, on va dire, à faire en sorte qu'on soit trop freiné par un certain nombre de personnes qui, effectivement, joueraient contre l'entreprise, il n'empêche que cette capacité à faire attention au rythme de chacun, à ce que chacune et chacun puisse s'approprier peut-être davantage ce qu'on essaye de mettre en place, ce qui veut dire de la répétition, ce qui veut dire de la pédagogie, ce qui veut dire de la communication. À ce moment-là, peut-être on peut être davantage en attention par rapport à ça. Et pourquoi je vous parle des rythmes? Parce que finalement, ça fait contenant et sans doute contenu à ce que j'essaye de vous raconter, ce que vous nous avez dit depuis ce matin. La capacité à respecter le rythme des unes et des uns, c'est l'ouverture à la capacité à vivre ensemble. Et qu'est-ce que finalement la responsabilité de la RSE, si ce n'est pour quelque chose dans un futur où il y a des fragilités, réussir à faire que demain, on puisse continuer à vivre ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Loïc. Alors, le problème après ce type d'intervention, c'est qu'il faut le temps que ça décompte. Je connais ma salle. Décompte, j'ai un jeu de mots sur ma droite. Pour autant, voilà. Merci, Jeanne. Et une première question. On a notre abonné fidèle. Voilà. Merci beaucoup. Pourquoi tout devrait-il reposer sur l'entreprise? Et une autre question, pourquoi vendre devient un gros mot? Et enfin, quelle différence faites-vous entre le désir et l'envie? Vous avez 3 heures. Vous avez 4 heures. 4 heures.
Sur la vente, c'est bien évidemment pas un gros mot, mais ça, je laisserai à vous. Vous êtes les spécialistes. Pourquoi l'entreprise? Parce que on parle d'un point de vue, c'est un peu d'où est-ce que tu parles, camarade. Et aujourd'hui, on parle plutôt effectivement de l'entreprise, des organisations, mais on pourrait effectivement tout à fait largement sortir de ce contexte-là. Votre troisième question, c'était le Désir et l'envie. voilà, désir. Oui, mais exactement comme on attend énormément de l'enseignement qui remplace l'éducation, etc. Il y a tout un jeu comme ça où finalement, peut-être qu'on n'est pas toujours à la bonne place au bon moment. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que il faut modérer ce qu'on entend souvent. Non, c'est pas l'entreprise de donner du sens, etc. Il faut remettre effectivement en place. Et remettre en place, c'est redonner la place qui est la leur à celles et ceux qui effectivement font les entreprises d'organisation, c'est-à-dire une place debout. Et on pourrait effectivement discuter de tout un tas de choses qui permet aux personnes effectivement de se retrouver tout à fait debout par rapport à ça. J'essaie de dire, mais à quel moment vend-elle encore les salles? Finalement, je connais des questions, le mot qu'on apprend moins, c'est parce que vente, mais désormais, dans tout le langage de l'entreprise. Alors, ouais, on pourrait discuter de deux, trois choses, y compris par rapport à ce qui a été dit par rapport aux générations, et je souscrivais parfaitement. Je crois que c'est Pierre qui dit attention, il faut se méfier entre ce qui est montré en façade de ce qu'il peut dire et de ce que sont les jeunes. Si je vais jusqu'au bout et je tire un trait un petit peu rapide, je pense que les nouvelles générations ne sont ni plus formidables ni moins formidables que les anciennes. Elles sont notre propre reflet, simplement avec une évolution, que ce soit des technologies, que ce soit sociétale, que ce soit par rapport à tout un tas de choses. C'est vrai qu'elles portent le bon discours aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les faits, c'est possible, elles vont aller faire du kitesurf au Cap-Vert. Et c'est comme ça. Si on reprend sur les RSE, un seul aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes de CO2. 2 tonnes de CO2, ce devrait être l'équivalent carbone par Français en 2050 pour respecter les accords de Paris. C'est pour vous situer un petit peu le delta. Et juste pour faire quelque chose, on est entre 9 et 10 tonnes à peu près aujourd'hui. Le désir, c'est quoi? C'est très compliqué le désir. C'est très compliqué parce que la plupart des hommes et des femmes, au soir de leur vie, n'ont jamais identifié véritablement ce qu'elles portaient, ce qu'elles avaient envie de faire. Et si je vais très très rapidement, c'est parce qu'à l'initiale, sans faire de la psychanalyse, pardon, à l'initiale, les parents sont de formidables empêcheurs de désir en rond, parce qu'ils investissent l'enfant de désir, c'est normal. Et les désirs, ils peuvent être explicites, ils peuvent être implicites. Désir explicite, évidemment, c'est une caricature. Ingénieur, tu feras, ingénieur, tu seras. Et puis désir implicite, comme je m'en amuse, c'est ceux qui ont lu Dolto plutôt pour la première partie de sa vie, parce que la dernière partie a été plus compliquée. L'enfant est une personne, alors on touche à rien, hein, on regarde. Tu feras ce que tu veux, ma fille, mon fils, c'est la vengeance. Hein. Mais l'important, c'est que tu sois heureux ou heureuse. Mais on y met des choses derrière. Et en fait, il y avait la potion magique tout à l'heure. En fait, il y a 3 grandes possibilités de trouver le désir. La première, c'est la plus rare, c'est l'enfant à 5 ans, il sait ce qu'il veut faire et ce sont souvent des stéréotypes sociaux, sauf qu'effectivement, il voulait être pompier, on le retrouve pompier. 30 ans plus tard, formidablement heureux. Après, ça peut être un petit peu par hasard. Hein. C'est à 18 ans, j'accompagne un copain qui fait une immersion, un stage en archéologie. Je sais même pas trop bien l'écrire, même si j'ai eu le bac, je sais pas où met le H, peu importe. Et oui, mais bien sûr, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Il y a un sentiment de complétude, complète plénitude à ce moment-là. Et puis, il y a un peu par hasard, essai-erreur, où on essaye des choses, et puis à un moment donné, c'est ça, quoi. Et puis, il y a toutes celles et tous ceux qui n'ont pas trouvé. On a pris un tout petit peu appui sur la philosophie, vraiment très légèrement. Ce qui est important, c'est de prendre appui dans ces cas-là, c'est ce que j'appelle moi des références culturelles. Alors, ça peut être notamment, par exemple, la littérature, le cinéma. Et là, c'est un livre qui a été mis en ligne. Alors ça, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, même les moins de 30 maintenant. C'est Le Cercle des poètes disparus, qui raconte pas du tout le carpe diem. Carpe diem, c'est fait ici et maintenant ce que tu veux faire. Ça conduit à la mort. Et dans le film, Neil, le jeune, son père l'a empli d'un désir, ingénieur tu feras, ingénieur tu seras, et dans toute sa scolarité, ça pose pas de problème. Puis à un moment donné, il tombe sur, effectivement, on recherche un petit peu, vous savez, sur les murs dans les universités, par exemple, un premier rôle pour jouer dans une petite pièce. Alors, la pièce n'est pas petite, mais en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup d'ambition pour ceux qui la montent. C'est Le Songe d'une nuit d'été, je crois que c'est de Shakespeare, je sais pas, je crois. Et bon, c'est un film, donc il est pris. Sinon, il n'y a plus de film.
Et à ce moment-là, il affronte les parents qui vont jouer, parce que le film est une démonstration sur la culpabilité. Et il y a toutes les chaînes. C'est d'abord, tu te rends pas compte, moi, j'ai pas eu ta chance, etc. Et puis, comme ça suffit pas, on appelle la mère. On regarde ta pauvre mère. Alors là, tout de suite, ça... Et ça suffit pas, tu la rends malade. Alors, je fais très vite comment se termine le film. Il se suicide. Alors, il y a toujours par rapport au suicide, c'est extrêmement compliqué, mais le film, c'est une démonstration dans le bureau du père avec l'arme du père. Qu'est-ce que raconte ce film? C'est qu'identifier son désir, c'est risquer la mort. Parce que ça renvoie à des choses extrêmement archaïques où je peux avoir envie de quelque chose qui ne serait pas forcément dans mon imaginaire, ce que souhaiteraient éventuellement mes parents pour moi. Donc, c'est très difficile. L'envie, pour moi, c'est plus de l'ordre de la pulsion. C'est quelque chose qui est, alors, je dirais pas plus léger, mais je le mets pas au même plan. Ce que j'appelle le désir, là, en l'occurrence, pour nous, ce qui nous concerne, c'est-à-dire vie professionnelle, c'est désir véritable. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu as envie de dire au monde? Et c'est ce qui m'intéresse également dans le management, pas seulement aux apprenants, mais avec les collègues, parce que c'est ça qui est riche, finalement. Et si on arrive à utiliser cette force vitale en quelque sorte, ça donne des choses absolument extraordinaires. Mais beaucoup de notre travail de responsabilité, c'est de faire en sorte que les hommes et les femmes puissent s'ouvrir. Et il n'y a rien de plus bouleversant dans le rôle de manager qu'à un moment donné, une personne qui était un petit peu timide, qu'on poussait en l'air. Et un jour, elle vient, elle vous raconte un truc, et vous êtes bouleversé à 2 titres. Le premier, c'est que l'idée, elle est géniale. Mais le bouleversement, c'est surtout que vous n'auriez jamais eu cette idée-là. Petite incise, parce qu'on m'a demandé quand même de parler de la théorie du lotissement. Quand je disais on peut vivre peut-être différemment, être plus heureux si on vit peut-être un peu plus en sobriété, etc. Ça, c'est au niveau personnel. Mais au niveau collectif, effectivement, c'est un petit peu changer les règles du jeu. Un petit peu, finalement, sur ce que vous avez dit par rapport à McDo et par rapport à Starbucks. Théorie du lotissement, c'est extrêmement simple. Vous imaginez des maisons, c'est un lotissement. Comprendre que la valeur de ma maison est étroitement corrélée à la valeur de la maison du voisin. Mieux, plus le voisin à une maison dont la valeur est conséquente, plus ma propre maison vaut cher. Et on voit tout de suite que si effectivement la maison est belle, ma maison va finalement bénéficier un peu. Si je vis à côté d'une maison, c'est pas très bien entretenue, je vais y perdre. Ramener à ce qui nous concerne, que ce soit école ou l'université, que ce soit les entreprises unes par rapport aux autres, la guerre, lorsqu'elle est trop stérile, effectivement, c'est mortifère. En revanche, la compétition garde des vertus à la condition, ça a été très bien dit tout à l'heure, que ce soit lié comme une forme de coopération. Je pense à l'exemple du judo. La personne avec qui je vais progresser, au début, c'est un partenaire. Et une fois qu'on a atteint un certain niveau, ouais, effectivement, on peut s'amuser éventuellement à être adversaire. Et cette théorie, elle est aussi en miroir, d'ailleurs sans jeu de mots, avec une autre théorie, celle-ci, elle n'est pas de moi pour le coup, elle est de Wilson, qui est un professeur je crois, de sciences politiques à l'Université de Californie, et puis Kelling, qui est lui professeur en criminologie, on va dire une association un petit peu bizarroïde, sauf que c'est la théorie de la vitre brisée qu'ils appellent. Vous connaissez peut-être, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une vitre brisée sur un bâtiment, si vous réparez pas immédiatement la vitre, le lendemain il y a 2 vitres, 3 vitres, 4 vitres, et ils font le lien avec la délinquance. Et on va dire, tout à l'heure, il y a un rapport par rapport à la mafia, sans faire jeu de mots, il y avait effectivement, ça peut être extrêmement violent par rapport à ça. Et que donc là aussi, il y a une attention de ce qui se passe chez le voisin. Si une école est en difficulté, pour ce qui nous concerne, nous, si une entreprise est en difficulté, un concurrent est en difficulté. Voilà. C'est pour ça que, quelque part, cette théorie de lotissement, à l'époque, parce que maintenant les choses se sont bien développées, faisait aussi ce que j'ai appelé introduction, moi, à la paix économique. Voilà. Je suis un petit peu long et je n'ai sans doute pas répondu à la question. Mais ça, c'est des trucs de profs. Ça.